Charles Darwin, L'origine des espèces, épisode 27, chapitre 9, Insuffisance des archives géologiques. De l'absence actuelle des variétés intermédiaires, de la nature des variétés intermédiaires éteintes, de leur nombre. Du laps de temps écoulé déduit d'après la somme des dénudations et des dépôts. Pauvreté de nos collections paléontologiques, intermittence des formations géologiques, absence des variétés intermédiaires dans une formation quelconque. De leur apparition soudaine dans les couches fossilières les plus anciennes. Texte. J'ai énuméré dans le 6e chapitre les principales objections qu'on pouvait raisonnablement élever contre les opinions émises dans ce volume. J'en ai maintenant discuté la plupart. Il en est une qui constitue une difficulté évidente. C'est la distinction bien tranchée des formes spécifiques et l'absence d'innombrables chaînons de transition les reliant les unes aux autres. J'ai indiqué pour quelles raisons ces formes de transition ne sont pas communes actuellement, dans les conditions qui semblent cependant les plus favorables à leur développement, telles qu'une surface étendue et continue, présentant des conditions physiques graduelles et différentes. Je me suis efforcé de démontrer que l'existence de chaque espèce dépend beaucoup plus de la présence d'autres formes organisées déjà définies que du climat, et que par conséquent, les conditions d'existence véritablement efficaces ne sont pas susceptibles de gradation insensibles, comme le sont celles de la chaleur ou de l'humidité. J'ai cherché aussi à démontrer que les variétés intermédiaires, étant moins nombreuses que les formes qu'elles relient, sont généralement vaincues et exterminées pendant le cours des modifications et des améliorations ultérieures. Toutefois, la cause principale de l'absence générale d'innombrables formes de transition dans la nature dépend surtout de la marche même de la sélection naturelle, en vertu de laquelle les variétés nouvelles prennent constamment la place des formes parentes dont elles dérivent et qu'elles exterminent. Mais plus cette extermination s'est produite sur une grande échelle, plus le nombre des variétés intermédiaires qui ont autrefois existé a dû être considérable. Pourquoi donc chaque formation géologique, dans chacune des couches qui la composent, ne regorge-t-elle pas de formes intermédiaires? La géologie ne révèle assurément pas une série organique bien graduée, et c'est en cela peut-être que consiste l'objection la plus sérieuse qu'on puisse faire à ma théorie. Je crois que l'explication se trouve dans l'extrême insuffisance des documents géologiques. Il faut d'abord se faire une idée exacte de la nature des formes intermédiaires qui, d'après ma théorie, doivent avoir existé antérieurement. Lorsqu'on examine deux espèces quelconques, il est difficile de ne pas se laisser entraîner à se figurer des formes directement intermédiaires entre elles. C'est là une supposition erronée. Il nous faut toujours chercher des formes intermédiaires entre chaque espèce et un ancêtre commun, mais inconnu, qui aura généralement différé sous quelque rapport de ses descendants modifiés. Ainsi, pour donner un exemple de cette loi, le pigeon paon et le pigeon grosse-gorge descendent tous les deux du biset. Si nous possédions toutes les variétés intermédiaires qui ont successivement existé, nous aurions deux séries continues et graduées entre chacune de ces deux variétés et le biset. Mais nous n'en trouverions pas une seule qui fût exactement intermédiaire entre le pigeon paon et le pigeon grosse-gorge. Aucune, par exemple, qui réunit à la fois une queue plus ou moins étalée et un jabot plus ou moins gonflé, très caractéristique de ces deux races. De plus, ces deux variétés se sont si profondément modifiées depuis leur point de départ que sans les preuves historiques que nous possédons sur leur origine, il serait impossible de déterminer par une simple comparaison de leur conformation avec celle du biset si elles descendent de cette espèce ou de quelques autres voisines, telles que le C. onas. Il est de même pour les espèces à l'état de nature. Si nous considérons des formes très distinctes, comme le cheval et le tapir, nous n'avons aucune raison de supposer qu'il y ait jamais eu entre ces deux êtres des formes exactement intermédiaires, mais nous avons tout lieu de croire qu'il a dû en exister entre chacune d'eux et un ancêtre commun inconnu. Cet ancêtre commun doit avoir eu, dans l'ensemble de son organisation, une grande analogie générale avec le cheval et le tapir, mais il peut aussi, par différents points de sa conformation, avoir différé considérablement de ces deux types, peut-être même plus qu'ils ne diffèrent actuellement l'un de l'autre. Par conséquent, dans tous les cas de ce genre, il nous serait impossible de reconnaître la forme parente de deux ou plusieurs espèces, même par la comparaison la plus attentive de l'organisation de l'ancêtre avec celle de ses descendants modifiés, si nous n'avions pas en même temps à notre disposition la série à peu près complète des anneaux intermédiaires de la chaîne. Du laps de temps écoulé. La durée du temps géologique, telle qu'on peut la déduire du mécanisme de formation des failles ou des falaises,
par l'action de la mer s'établit en centaines de millions d'années. Pauvreté de nos collections paléontologiques. Causes diverses. Une très petite partie de la surface du globe a été géologiquement explorée. Pour atteindre l'état fossile, un organisme doit être suffisamment dur et recouvert de sédiments. La durée des périodes écoulées entre les différentes formations géologiques peut avoir été considérable. Faible probabilité que soient réunies les conditions assurant la présence et la conservation dans une formation géologique donnée, de la série graduée des variétés reliant deux espèces voisines présentes à l'état fossile, confusion qui en résulte dans la distinction des espèces et des variétés, apparition soudaine des groupes entiers d'espèces alliées, incompatibilité apparente d'une telle observation avec la théorie de l'évolution, esquisse d'explications tirées du constat de la pauvreté des archives géologiques. Le cas particulier de cette observation dans les couches siluriennes inférieures conduit à supposer que se sont écoulées, avant l'époque silurienne, des périodes au moins aussi longues que celles écoulées depuis, jusqu'à l'époque actuelle.